Bonjour Sorna. Bonjour Babacar et bonjour à tous. La COS M23, le collectif Nyolank et les amis et camarades du docteur Babacar Diop, tous en conférence de presse ce matin. Diverses rencontres pour mettre la pression sur le gouvernement, faire libérer les manifestants et protester contre la hausse des prix de l'électricité. La maison d'arrêt et de correction de Bignona sera agrandie. C'est dans le dessein d'accueillir plus de détenus et ainsi décongestionner la prison de Ziguinchor. D'après le directeur de l'administration pénitentiaire, ce sont des personnes condamnées à des peines correctionnelles qui sont concernées. L'armée de terre se renouvelle. De nouvelles uniformes, un armement moderne. Le chef d'état-major général des armées en a fait l'annonce. Le général Chergueï était à Kaolack pour inaugurer des bâtiments neufs au camp Sémou Djimit. Et puis l'alerte du syndicat des travailleurs des corps gras et activités similaires. Plusieurs tonnes d'arachides vont à l'étranger au détriment de l'industrie locale. Ces acteurs craignent une mauvaise campagne pour cette année et les répercussions sur la prochaine. 3 organisations, 3 rencontres et presque le même combat. La cellule orientation et stratégie du M23, le collectif Nyolank et les amis et camarades du docteur Babacar Diop font face à la presse ce jeudi pour exiger la libération des personnes arrêtées devant le palais de la République. Des rencontres pour également dénoncer la malgouvernance et mobiliser les citoyens pour la marche de demain et dire non à la hausse des tarifs de l'électricité. El Haj Ndiogoudjen. Les mouvements de la société civile semblent déterminés dans le combat pour la libération de Guy Marius Sagna et compagnie, arrêtés à la suite de leur manifestation devant le palais de la République le 29 novembre dernier. 3 conférences de presse séparées sont prévues aujourd'hui. Il y a d'abord le collectif Nyolank Nyobagne qui rencontre les journalistes ce matin pour parler de la préparation de sa manifestation de demain, vendredi 13, contre la hausse du prix de l'électricité et contre l'arrestation du responsable de Frappe France Dégage et de ses camarades. Dans l'après-midi, 2 autres collectifs vont prendre le relais. Il s'agit de la COS M23, la commission orientation et stratégie du M23 et du collectif Les amis et camarades du docteur Babacar Diop qui est enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. En début de semaine déjà, les syndicats du supérieur, le SAES et le Sud-Est ont observé une grève de 24 heures lundi pour exiger la libération de leurs collègues. Pour eux, la place du docteur Babacar Diop n'est pas la prison, mais les amphithéâtres. Vers un décongestionnement de la maison d'arrêt de correction de Ziguinchor, l'administration pénitentiaire va procéder à l'extension de la prison de Bignona pour y accueillir les détenus condamnés à des peines correctionnelles. Ce projet va permettre de lutter contre la surpopulation carcérale à Ziguinchor. Colonel Jean-Bertrand Bokandé, directeur de l'administration pénitentiaire, est interrogé par Lamine Ba. Nous sommes convaincus que pendant la détention, l'aspect réinsertion est fondamental. Préparer nos pensionnaires à retrouver leur nouvelle vie, sachant que pour tout détenu, il doit avoir l'espoir de pouvoir retrouver un jour la liberté. Et vraiment, nous travaillons dans ce sens. Et puis également, ce sera une bonne occasion de revisiter la situation de la MAC de Ziguinchor. Comme nous le connaissons, à quelques problèmes de surpopulation, il faut le dire, et que partant de là, on a envisagé des solutions, parmi lesquelles l'extension de la MAC de Bignona, qui pourra, dans un premier temps, accueillir en tout cas les détenus condamnés à des peines correctionnelles. Et de là, transformer la MAC de Ziguinchor en maison d'arrêt, qui se chargera uniquement d'accueillir les détenus provisoires. Le colonel Jean-Bertrand Bokandé a tenu ses propos lors d'un match de gala ayant opposé les détenus et le personnel de l'administration pénitentiaire. C'est dans le cadre des 72 heures de l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. D'ici avril 2020, les soldats de l'armée de terre vont changer de tenue et ce n'est pas la seule innovation pour l'année à venir. Toutes les unités seront dotées d'armes modernes. L'annonce a été faite par le chef d'état-major général des armées à Kaolack. Le général Chergueï réceptionnait de nouveaux bâtiments au camp Sémou Djimit. Nous l'écoutons avec Ibrahim Diamé. Dans le cadre de l'amélioration des conditions de travail et de vie et de la condition militaire, des efforts significatifs ont été faits et se poursuivent afin de mettre aux militaires et leurs familles dans des conditions meilleures. Ainsi, le programme de renouvellement des armes se poursuivra pour, à terme, de doter toutes les unités des armées des armes modernes. La nouvelle tenue de combat, beaucoup plus adaptée et avec une
plus jolie sera bientôt généralisée dans les unités. Il en est de même que l'effectivité d'ici avril 2020 du changement de la tenue au niveau de l'armée de terre. Je vous exhorte à demeurer des soldats professionnels, des soldats de la République, toujours prêts au sacrifice suprême, toujours prêts à relever les défis, à cultiver l'excellence qui est gage de succès et de efficacité. Il est 7h06. Accouchement à domicile, pratique persistante de l'excision, forte prévalence des fistules obstétricales. La zone sud du pays connaît l'un des indicateurs de santé maternelle les plus faibles du pays. Pour améliorer la situation, un programme de 8 milliards ciblant 600 000 femmes des 5 régions du sud a été lancé. Ziguinchor, la correspondance de Lamine Ba. Dans la région de Ziguinchor, 11% des femmes accouchent encore à domicile, 27% seulement souscrivent à la planification familiale, 50% ont subi l'excision et les fistules obstétricales connaissent des proportions très importantes. Ces statistiques sont à l'origine de faibles indicateurs en matière de santé maternelle. Pour améliorer la situation, un programme de bien-être de plus de 8 milliards de francs CFA vient d'être lancé par l'UNFPA au bénéfice de plus de 600 000 cibles des régions de Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Tambacounda et Kédougou. Moussa Mané, expert régional UNFPA. Ce projet concourt à l'atteinte des 3 résultats transformateurs, à savoir éliminer les décès évitables maternels d'ici à 2030, satisfaire les besoins non satisfaits en planification familiale et aussi éliminer les violences basées sur le genre. L'objet de ce projet, c'est vraiment arriver à contribuer au bien-être des femmes et des filles des régions du sud du Sénégal. Pourquoi ? Parce que ces régions sont marquées par des indicateurs pas reluisants en matière de santé et en matière de VVG. Le projet d'amélioration de la santé et du bien-être des femmes et des adolescentes de la zone sud vient à point nommé car il contribue à booster les indicateurs de santé maternelle selon le médecin-chef de région, colonel Maodo Malik Diop. Ça, c'est des défis, n'est-ce pas, qui nous sont lancés et que nous devons vraiment relever. Donc ce projet est très important dans la mesure où ça permet vraiment d'améliorer le service de santé, surtout maternelle et néonatale, n'est-ce pas, au niveau de la région. Les modalités pratiques de mise en œuvre du programme ont fait l'objet de partage entre autorités déconcentrées responsables en charge du pilotage du système sanitaire et techniciens de santé. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Les opérations de désencombrement de la voie publique se poursuivent. Hier, mercredi, les garages mécaniques de Dalifort ont été déguerpis. Plusieurs ateliers établis sous les lignes haute tension de la Sénélec ont été démolis. Les victimes très en colère ont craché sur les indemnités qu'elles jugent dérisoires. Nongoka. Dans ce garage mécanique, le propriétaire n'a plus de temps à perdre sur une charrette. Lui et ses apprentis tentent d'évacuer l'essentiel de ses bagages avant l'arrivée de l'engin démolisseur. Pendant ce temps, de l'autre côté, le Caterpillar est déjà entré en action. Sur son passage, l'engin démolit tout. Et vite, tout ressemble à un champ de ruines sous les lignes électriques à haute tension. Les mécaniciens, eux, disent être pris de court par le préfet. On a vu le préfet avec des agents, on pourrait les appeler les agents de la casse, qui sont venus et qui ont fait des ségrégations. Ils ont cassé par là, ils ont cassé par-ci, mais on a vu qu'il y a des endroits qui ne sont pas cassés. Maintenant, on se le demande le pourquoi. On a été ici depuis 2003. On demande pourquoi un bon jour et sans sommation écrite, le préfet est venu ici et a presque tout démoli. On ne peut pas faire déguerpir des poids lourds avec une somme dérisoire. 1 million, c'est dérisoire. Cette somme, elle est dérisoire, elle est même ridicule. Il y a une discrimination notoire de la part des autorités. Ces mécaniciens, tout ce qu'ils demandent, c'est l'attribution d'un site de réinstallation. Ce qu'on veut, c'est un dédommagement consistant et un site de recasement à Diamniadio, parce que tout le monde y va. On parle de 52 hectares. La population qui travaille ici fait presque 3000 personnes. En attendant, l'adjoint au préfet de Pikine précise que les opérations vont se poursuivre jusqu'à ce que toute l'emprise soit libérée. Nongaka Dalifort, RFM. Direction le Baol, une semaine après le démarrage de la campagne de commercialisation de l'arachide, les travailleurs de la Sonacos dénoncent la vente des graines aux étrangers au détriment de l'industrie locale. Ces agents ont demandé à l'État d'arrêter les exportations. Les syndicats des travailleurs des corps gras et activités similaires étaient en conférence de presse. Djourbel Babacar Diouf.
C'est presque avec des larmes aux yeux que ces travailleurs ont dressé le bilan de la campagne juste une semaine après son démarrage. Les usines n'ont presque rien collecté. Samuel Ndour, le secrétaire général du syndicat des travailleurs des corps gras et activités similaires. Actuellement, je pense qu'ils sont à 100 tonnes. Alors qu'à l'heure actuelle, la Sonacos devait être, en 10 jours d'ouverture de campagne, on devait être à 7 000 et 8 000 tonnes de graines coques. C'est la même situation. À Ziguinchor, ils n'ont aucun camion, ils n'ont rien reçu. À Kaolack, les 2 premiers jours, ils avaient eu quelques camions et puis ça s'est arrêté. Aujourd'hui, l'essentiel des récoltes d'arachide est dans des conteneurs, direction l'étranger. Mais en l'état actuel, ce que nous avons constaté sur le terrain, c'est que les usines n'ont pas de graines et les graines sont en train d'aller vers le port de Dakar. Le port est rempli de conteneurs et de camions de graines d'arachide. Nous pensons que le ministère de l'Agriculture, le ministère des Finances, le ministère de l'Économie, mais surtout la plus haute autorité de l'État, ils doivent prendre leurs mesures tout de suite avant qu'il ne soit trop tard. La réaction de l'État est alors attendue. Ce que nous voulons, et nous attirons l'attention des hautes autorités, c'est de bloquer les importations jusqu'à ce que l'industrie locale soit servie. Sinon, tous les efforts allant dans le sens du redressement de la Sonacos seront nuls. Il n'y aura pas de travail, les usines ne vont pas tourner. On avait recruté des saisonniers pour commencer à faire le travail. Et là, on a recruté une partie, mais au risque d'arrêter leur contrat si l'État ne fait rien. En conférence de presse à l'usine de Diourbel, les travailleurs de la Sonacos ont invité des producteurs à plus de patriotisme économique. Diourbel, RFM, Babacar Diouf. Le ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions appelle les Sénégalais à être plus rigoureux dans le travail et à respecter les horaires pour espérer se développer. Sambassi a également félicité et encouragé les travailleurs du secteur privé qui ont vu leur salaire revu à la hausse. Sambassi était face aux députés pour le vote de son budget programme. Nous l'écoutons avec Omar Mbo. Nous sommes aujourd'hui plus qu'hier dans le temps du monde. Et si nous voulons en être, il est impératif que chacun d'entre nous s'ajuste. S'ajuster, ça veut dire respecter les horaires. Commencer à l'heure, faire les choses telles qu'elles doivent être faites jusqu'à la fin du temps consacré à cela, puisque autrement il n'y a pas de solution. Il faut que nous le fassions partout, au sein de nos entreprises, dans nos bureaux, dans nos salles de classe, sur tous les lieux de travail. Nous avons pu arriver à une conclusion, n'est-ce pas, qui nous mène à une hausse, disons, des salaires des agents du secteur privé. Tout cela atteste la qualité de notre dialogue social. Nous avons quand même pu vivre tous le dégrèvement des impôts. Il y a eu en fait des gains additionnels pour tous les travailleurs. Ça ne date pas de très très longtemps. Ce qui a été fait est un coup de pouce pour le secteur privé qui le mérite. Évidemment, à chaque fois que les moyens le permettront, il n'y a pas d'hésitation. Et j'ai tenu à dire également qu'il fallait que nous soyons surtout attentifs au sort des plus démunis parmi nous. Et c'est le marqueur de la politique du président de la République, faire montre d'équité sociale, essayer de faire de sorte que ceux qui, pendant trop longtemps, étaient laissés au bord de la route, puissent quand même respirer un tout petit peu. C'était Sambassi, le ministre du Travail, hier à l'Assemblée nationale. Et c'est tout pour ce journal Babacar à 7h13. Merci Sorna Natambaye. Les titres sport, cher Tidiane Diagne. La Fédération de football distribue une cinquantaine de millions de francs CFA à l'équipe nationale U20 et à celle de beach soccer. Le président de la FSF, Maître Augustin Senghor, plaide pour le soutien de la petite catégorie. Ligue des champions en Europe, on connaît les 16 équipes qualifiées pour les huitièmes de finale. L'Espagne et l'Angleterre avec 4 clubs chacune se taillent la part du lion. La France et l'Italie en présentent 2, Atalanta de Bergame. La surprise pour une première participation, la formation italienne s'est illustrée en se qualifiant pour les huitièmes de finale. Commentaire d'un joueur de l'Atalanta, il n'y a pas de star chez nous. Cher Tidiane Diagne, prochain journal des sports, 8h15. Bonjour Abdoulaye Ndiaye. Bonjour Babacar. La chronique d'Abdoulaye Ndiaye du jeudi, à tout à l'heure, dans quelques petites minutes. Le timide déroulement de la campagne de commercialisation de l'arachide, la guéguerre entre personnalités de l'APR. Nous parlons de ces sujets à 7h40 avec notre invité, Youssou Diallo, le président du club Sénégal émergent. Il est 7h14. Bon début de journée à tous. RFM Matin, la culture. Avec Ndaté Diop, on parlera musique, mais d'abord des nouvelles d'un festival prévu à Richard Toll. Bonjour et bienvenue. La première édition du Festival du Djeri a pris fin, événement durant lequel toute la diversité culturelle du département de Dagana a été exhibée. Le promoteur s'oriente déjà vers la deuxième édition.
Mamadou Diagne. Les rideaux sont tombés sur la première édition du Festival du Djeri, un rendez-vous culturel qui a vu la participation de plusieurs ethnies comme les Maures, les Daoubé et les Tchoubelo. Selon le promoteur Lamine Baylassène, tout est bien qui finit bien. Nous tirons un bilan positif par rapport à ce festival de Djeri qui est la première édition. Tous les artistes qui ont été programmés ont répondu présents et vous avez vu donc la très bonne prestation des différentes troupes. Ce dernier se penche déjà sur l'organisation de la prochaine édition. L'année prochaine, nous allons améliorer, surtout organiser des expositions, faire des conférences par rapport à nos traditions, par rapport à nos coutumes, par rapport à nos vécus quotidiens. Pour que cela soit facile, Lamine Bayla compte impliquer davantage tous les habitants du département de Dagana. Un festival qui s'est terminé sur de belles notes musicales. Démarrage ce vendredi 13 décembre de la deuxième édition du Dakar Finland Music Festival. Une initiative d'artistes sénégalais et finlandais pour établir un pont culturel entre les deux pays. Makumba Ndiaye, directeur du festival, lors de la conférence de presse en prélude à l'événement. L'innovation de cette année est que l'année dernière c'était juste un petit festival de musique avec des amis. Cette année on a élargi un peu avec les artistes internationaux et les artistes locaux. Et tout ça sur accord de principe des artistes dans la mesure où le festival n'a pas de budget et qu'on a accord de principe qui veut dire genre tu vois un peu transport sans contrat et tout. Ces artistes qui ont vraiment su avoir une bonne compréhension de la chose et qui ont su avoir une bonne compréhension vraiment de la situation. Il y aura les frères Guissé, Yvian, Admo Flow, Ibronadio, il y aura Kialoum, Kanjalo, Ndoumelandiaz, Gonga, Biljahou. Du côté européen, il y aura les Finlandais, Espagne et il y a aussi Allemagne. Dakar Finland Music Festival, c'est du 13 au 17 décembre. C'est tout pour cette chronique. Rendez-vous demain. Ndate Diop sur RFM Matin, merci. 7h16. RFM Matin. RFM Matin. L'émission qui réveille le Sénégal. La chronique d'Abdoulaye Ndiaye, réflexion consacrée cette semaine, Abdoulaye, aux relations Sénégal, le Fonds monétaire international, l'institution de Bretton Woods accusée d'être derrière la décision de l'État sénégalais d'augmenter les prix de l'électricité. La hausse en effet du prix de l'électricité, avec son cortège de justifications laborieuses, ne peut manquer de préfigurer une période qui risque d'être celle de la flambée tous azimuts du coût d'autres denrées. Car l'énergie est essentielle dans toute activité de production, qu'elle soit industrielle ou de services. Et ces nouvelles mesures que d'aucuns mettent sur le compte d'injonction du Fonds monétaire international ne devraient pas être une répétition de l'histoire. Souvenons-nous qu'en 1979 et au début des années 80, c'est un gouvernement socialiste qui, face à une situation économique difficile traversée par le pays, qui mit en place les premiers instruments de son salut. Ils eurent pour nom plan de stabilisation à court terme, de redressement économique et financier, et enfin d'ajustement structurel avec les premières applications. Ces potions imposées par les institutions de Bretton Woods eurent pour conséquence des coupes sombres sur les budgets des secteurs sociaux, de l'éducation, la santé, mais aussi l'arrêt de tout soutien public aux produits de consommation populaire. La période fut alors celle des forts endettements de ménages obligés de vivre au-dessus de leurs moyens face à une inflation en spirale. Et pour l'histoire, toujours, malgré une croissance de 5% retrouvée du fait des politiques économiques appliquées, les coûts sociaux qu'elles ont occasionnés ont fini par précipiter la fin du régime socialiste. Près de 2 décennies après, quelles qu'ont pu être les réussites ou les échecs dans les gouvernances économiques ou sociales, il nous faudra éviter une sorte de bis repetita. Surtout qu'aujourd'hui, les nouvelles exigences s'ordonnent autour d'un poids démographique important avec un pourcentage de jeunes qui en constitue plus de la moitié. Des jeunes qui expriment un besoin de formation et d'emploi. À cela pourrait s'ajouter des demandes en infrastructures de base et d'habitat. C'est dire qu'au-delà des cures d'austérité dictées par le Fonds monétaire international, l'espoir futur que demeure l'exploitation du gaz et du pétrole doit être guidé par le souci d'inclusion du partage égalitaire des richesses par toutes les populations. Voilà que devraient pousser nos gouvernants à plus de lucidité et de prévoyance
rien n'étant pas encore acquis. La chronique d'Abdoulaye Ndiaye, merci, 7h19, RFM Matin. On enchaîne la revue de presse de Georges Déthié Diop avec cette scène qui s'est déroulée hier en centre-ville de Dakar et qui a ému les témoins. Oui, le suicide d'un agent de la circulation, tout simplement dramatique. Un policier donc, son nom Blaise Gabriel Basse. L'AS indique qu'il s'est tué en plein Sandaga en se plantant plusieurs coups de ciseaux. Source A rapporte que Gabriel Basse s'est tranché la gorge. Et l'observateur de souligner que les circonstances du suicide ont plongé le marché Sandaga de Dakar dans l'émoi. Selon mon confrère, la scène s'est déroulée vers midi. Un témoin confie au journal qu'il a voulu intervenir, mais Gabriel Blaise Basse était déjà mort. L'AS, comme l'observateur, renseigne qu'il est de la 44e promotion de l'école de police. L'AS d'ajouter qu'il a servi auparavant à la musique principale des forces armées, puis au groupement mobile d'intervention. Selon des confidences faites au journal, il était comme envoûté car il arrivait souvent qu'il soit hors de lui-même et d'aucuns croient savoir qu'il avait des troubles psychiques. Mais son père confie à l'observateur qu'à aucun moment il n'a senti son fils afficher un instinct suicidaire. Sa maman, elle, raconte que la veille de son suicide, Gabriel Blaise Basse chambrait tout le monde à la maison. Une autre confidence, celle d'un camarade de promotion du défunt policier. Il se rappelle dans le journal qu'une de ses tantes lui a confié que Blaise était sujet à des crises. En tous les cas, la sûreté urbaine enquête sur le mobile du drame. C'est ce que fait savoir l'observateur. Pendant ce temps, les Échos racontent une opération coup de poing mouvementée à Thiaroye-Tally Diallo. L'arrestation d'un trafiquant détaillant de chanvre indien qui a mal tourné. Selon les Échos, le célèbre baron de la drogue tenait vaille que vaille à libérer son lieutenant des mains des policiers opérant en civil. Il a cassé le nez et la bouche de 2 policiers. Lors de son arrestation, son lieutenant a trompé la vigilance des policiers avant de filer à l'anglaise. Nous restons avec les policiers radiés en 1987 précisément. Ils seront bientôt indemnisés. Le journal Le Quotidien nous apprend que le ministre des Finances et du Budget a annoncé hier à l'Assemblée nationale que leur dossier est en cours et au plus tard le 31 janvier, les 2 milliards de francs CFA seront mis à leur disposition. 500 millions de francs CFA, c'est ce que la famille de Cheikh Diop réclame à l'État du Sénégal. L'information barre la une de Libération. Cheikh Diop s'était immolé devant le palais en 2018. Libération apprend que sa famille a déposé une plainte contre l'État devant la Cour de justice de la CEDEAO. Dans la requête pour violation des droits de l'homme, l'avocat des plaignants, Hassan Diomandiaye, a accablé l'État, particulièrement l'infirmerie de la prison de Rebeuss. La situation des droits de l'homme, justement, Sud Quotidien parle de haut et de bas. Le journal se fonde sur les avis de certains responsables d'organisations de défense des droits de l'homme. Hassan Diomandiaye, par exemple, Hassan Diomandiaye de la Ligue sénégalaise des droits humains, soutient que les droits de l'homme sont caractérisés par leur vulnérabilité dans nos pays. Pour Sadir Nias de la RADO, la situation des droits de l'homme au Sénégal reste encore préoccupante. Quant à Babacar Ba du Forum du Justiciable, il souligne que les droits de l'homme ne sont pas en péril au Sénégal. La politique à présent avec la guerre de succession à l'APR, la révolte des militants de la première heure, les règlements de compte entre autres. Vox Populi souligne que l'APR est dans tous ses écarts. Le parti présidentiel, selon mon confrère, est déchiré par une terrible guerre des tranchées. La révolte des militants de la première heure et les attaques à l'arme lourde entre frères sur fond de déballage mettent le feu plutôt dans le parti. À la une du quotidien Enquête, le top 10 des plus gros budgets du gouvernement. Le journal les appelle les balaises du maquis. Dans le gouvernement, il y a des nantis, les moins nantis et les pauvres qui passent inaperçus. Mamadou Talla, Maître Marium et Mohamedou Maktar Sissé, le trio de tête selon le journal qui ajoute que l'exception Mansour Faye, un gouvernement dans le gouvernement. Le journal Le Soleil, lui, s'intéresse aux investissements dans la région de Thiès et fait savoir que l'État a injecté près de 2000 milliards en 6 ans. Article à lire à la page 16 du quotidien gouvernemental. Les sports pour terminer. Sadio Mané qui est à la une du journal Record, à la première page également du quotidien Stade. Le journal Record s'intéresse à son transfert annoncé, plutôt les intérêts que le Paris Saint-Germain porte sur l'attaquant des Lions du Sénégal. Sadio doit-il aller au Paris Saint-Germain? En tous les cas, des
spécialistes se prononcent dans le journal Record. Le journal Stade donne la parole à Madi Touré, le président de la Génération Foot, un club de football au Sénégal. Selon lui, l'image de Sadio Mané n'est pas bien gérée.